Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marc Simoncini. Bonjour Marc. Salut, bonjour. Alors, tu es un véritable pionnier de l'entrepreneuriat et même de l'Internet français tout entier. Tu es visionnaire, tu as créé des boîtes mythiques, j'allais dire. Du Minitel à l'Internet, aux réseaux sociaux. Justement, tu étais là au tout début. Tu es un des premiers business angels français. Tu as investi dans je ne sais pas combien de startups, mais probablement plus de 100. Tu transmets aujourd'hui beaucoup à l'écosystème aussi, et tu t'es même relancé dans une aventure entrepreneuriale avec Angelback. On va en parler. Alors, tu connais le principe de l'émission, Ouais. c'est-à-dire qu'on parcourt ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est plutôt ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as appris sur le parcours, parce que ce que tu as fait, on peut le lire ailleurs. Et donc, tout au cours de l'émission, on va explorer ça, on va essayer de se mettre dans tes baskets et de comprendre comment tu prends tes décisions. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter des vidéos, des photos et des passages de ta vie. Alors, on va commencer tout de suite, c'est parti. Tu es né en 1963 à Marseille. Tu as un père mathématicien, un frère ingénieur et une sœur dans la finance. Et toi, l'école alors ? Et alors, l'école, c'était pas mon truc, quoi. J'étais dernier dans toutes les matières, sauf celles que j'aimais. Mais d'ailleurs, mon père, quand il présentait ses enfants, il disait Daniel, ingénieur, Isabelle, MBA finance, et Marc. Et là, il hésitait, il disait poète. Parce que je lisais du Lamartine à 20 ans et il comprenait pas. D'accord. Et donc, tu te lances pas dans les études juste après le lycée, mais tu commences à travailler, des jobs. Tu as fait plein de jobs différents, assez manuels, qui t'ont appris des choses. Tu veux nous en dire quelques mots sur quelques expériences ? C'est-à-dire que j'avais bien compris que les études, c'était pas pour moi, donc j'ai essayé de trouver un boulot, parce que mon père m'a mis dehors après le bac, et il fallait bien que je vive, même si j'étais à la rue, mais bon, voilà. Donc j'ai trouvé des boulots dans le BTP, dans des centres de manutention. Je suis parti aux États-Unis travailler dans une station de ski. Alors c'était des jobs d'été, mais c'est tout ce que j'avais, donc je les ai fait assez longtemps. Puis quand même, quand je suis rentré après plusieurs mois, j'ai dit faut quand même que je fasse des études, parce que le BTP c'est bien, mais c'est quand même dur, quoi. Voilà, donc après j'ai fait des études d'informatique. Voilà, donc tu rentres à l'école supérieure d'informatique de Montreuil, qui s'appelle aujourd'hui Supinfo. Et une fois diplômé, tu deviens entrepreneur pour la première fois et tu crées CTB, Communication Télématique Bourgogne. Comment c'est arrivé au juste cette première boîte ? En fait, j'avais fait mes études à Dijon, mon bac, et un jour, je devais aller jouer au tennis avec un copain à Dijon, et le copain était malade, et c'est son père qui veut jouer au tennis avec moi. Je joue avec le père, et il me propose de boire un verre, et il me dit cette phrase auquel je ne m'attendais pas, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et au lieu de lui dire je suis salarié, je développe des trucs online chez une start-up. Tu n'as pas dit que tu étais poète ? Non, mais j'ai dit je monte une boîte. Et là, le mec me regarde et il me dit ah bon, de quoi ? Je lui dis et je décris la boîte dans laquelle je bossais. Et il me dit mais je pensais qu'il oublierait tout ça. Et il me dit si tu cherches des investisseurs, j'en suis. Et je me suis retrouvé au pied du mur avec cet associé. Et comme il était à Dijon, on a appelé la boîte Communication Télématique Bourgogne, ce qui n'était pas déjà mon meilleur coup marketing à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'après, pour voir international... C'était compliqué d'aller voir au-delà de la Saône. Bon, et alors donc, ça, c'est ta première expérience. Tu développes des services comme jeux d'échecs sur le Minitel, par exemple. Et tu développes une messagerie qui ouvrira le champ, d'ailleurs, du Minitel Rose. Et par accident. Par accident, parce qu'en fait, c'est le jeu d'échecs a amené les gens à discuter, et quand ils ont discuté, ils sont allés plus loin. En fait, on avait rajouté une petite ligne pour se parler pendant qu'on jouait, et quand on a rajouté cette ligne, les serveurs ont sauté, donc on n'a pas compris pourquoi ça faisait sauter les serveurs, comme c'est moi qui avais programmé avec l'équipe ce truc-là. Et puis en regardant, il y avait des centaines de gens qui jouaient, mais qui bougeaient plus les pièces. Et en fait, ils chattaient. Et donc, par accident, et je sais que c'est arrivé dans une deuxième start-up à l'époque, c'était en Alsace, je crois qu'ils avaient eu le même problème. Et en fait, les gens sont complètement détournés la fonction de SMS par Minitel, et c'était l'ancêtre des chats, quoi. Alors, juste après, en 98, tu décides de partir sur une autre aventure et tu lances e-France. Donc là, c'est pas e-Bourgogne. Donc là, j'avais franchi une étape. Là, tu as franchi une étape déjà un peu nationale. Donc ça s'appelle e-France, un hébergeur de pages web personnel. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là et pourquoi tu pensais que c'était le moment
de se lancer dans cette aventure qui était complètement nouvelle? D'abord, pendant 11 ans, je développais des logiciels en B2B pour des entreprises. Donc, je me prenais tous les problèmes des entreprises et ils ne me payaient pas très cher parce que c'est moi qui faisais tourner les trucs, mais j'étais pas très cher. C'était épuisant. Il me restait à l'époque, je crois, 200 000 francs sur le compte de la boîte. Donc, tu vois, j'avais bossé quand même 11 ans pour ça. Une nuit, j'avais un bébé, ma fille, et donc j'arrivais pas à dormir. Je lui donnais le biberon d'une main. J'étais l'expert du biberon d'une main et je tapotais de l'autre. Et je suis allé fouiller sur le HTML, Internet, etc. Et à 6 heures du mat, j'ai dit, ce truc-là, ça va révolutionner le monde. Et donc, j'ai arrêté de travailler pour mes clients. Et avec l'argent que j'avais, j'ai développé un portail Internet grand public que j'ai ici. Est-ce que tu reconnais ta patte graphique? Oh la vache. Ouais. Tu reconnais ton art. Et pourquoi j'ai appelé ça e-France? Parce qu'à l'époque, Internet, personne ne savait ce que c'était. Et je m'étais dit, si les gens mettent leurs données dans ce système-là, ils vont être rassurés du fait que ça soit en France. Ça n'a pas marché, hein, mais ça est devenu très vite un des portails qui a eu le plus d'audience en France. Oui, parce que dès l'été 98, donc quasiment au début, ouais. Tu as le fonds Viventure qui prend une participation pour 3 millions d'euros. Ouais. Tu reçois rapidement même des propositions de rachat et tu finis par vendre justement e-France à Vivendi en 2000 pour 182 millions d'euros. Donc là, 1,2 milliard à l'époque en francs. Ah oui, c'était en francs, beaucoup. Ouais. Et donc, suite à ce rachat, tu quittes l'entreprise assez vite. 18 mois quand même. Je suis resté 18 mois dans le groupe Vivendi qui avait racheté e-France. Et alors, c'est comment cette période-là? C'était un peu la première fois où tu vendais et tu restais? Ouais, c'est surtout que c'est la première fois que je voyais un grand groupe de l'intérieur. Parce qu'à l'époque, Vivendi, c'était un truc, tous les gens intelligents bossaient chez Vivendi. Et donc, ils m'avaient mis au comité, j'ai oublié le nom, pas de direction, mais enfin un comité, je sais pas quoi. D'innovation. Ouais, dans lequel il y avait le patron d'SFR, le patron de toutes les filiales et moi. Et donc, j'étais entouré de polytechniciens, de gens brillants, et on faisait des réunions extraordinaires sur des sujets très compliqués. Et là, j'essayais de m'intégrer dans ce truc-là. Et c'est là que j'ai découvert l'intelligence, pas forcément le bon sens, mais en tout cas l'intelligence, quoi. Voilà, donc j'ai passé 18 mois extraordinaires au milieu de gens brillants. Et tu finis donc par avoir la bougeotte et repartir. Et là, tu repars. Donc en 2002, tu mets en ligne la première version de ce qui deviendra le site de rencontre mythique. Comment le projet est né? En fait, j'étais très endetté parce qu'à l'époque, j'avais vendu e-France, mais j'étais payé en actions Vivendi et les actions Vivendi s'étaient écroulées, mais j'avais des crédits en face. Passé de 70 € à 8 €. Quand je suis sorti, c'était 8 €. Donc j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc j'avais 1 million d'années pour payer mes dettes. Plus que de la dette. Ouais. Et donc je me suis dit, il faut que je lance une start-up, sinon je suis mort. Et donc un soir, en dînant avec 2 copains qui ne trouvaient pas de filles, je me suis dit, mais si 2 ou 3 de mes copains ne rencontrent pas de filles, on va leur faire un petit site, ils vont bien s'inscrire, il y aura bien 3 filles qui vont venir. Et c'est donné e-France avec 45 millions d'utilisateurs plus tard. Alors, tu t'étais mis en tête de ne pas bosser autant. Oui, voilà. Oh la vache, le logo. Ouais. Le logo qu'on avait fait, quoi. Tu reconnais encore ta patte incroyable. graphique. Ouais, c'était il y a 25 ans. Et donc, tu t'étais mis en tête de ne pas bosser autant, voire plus. Mais en fait, pas autant que pour e-France, mais en fait, le destin en a décidé autrement, Stéphanie. Ouais, effectivement, mais vous venez d'en parler en quelques mots. À la revente d'e-France, à Vivendi, vous touchez un premier tiers en cash, les 2 autres en actions, et les banques vous conseillent à ce moment-là de garder les actions, persuadées qu'elles allaient monter. Et pour financer le développement de Mythique, vous empruntez un emprunt gagé sur vos actions Vivendi, mais en août 2022, le titre Vivendi dégringole, passe de 70 à 8 €. Fred, tu viens de le dire. Et donc, vous avez mécaniquement plusieurs millions d'euros de dettes à rembourser et rapidement. Une situation que vous auriez pu éviter parce que vous aviez négocié avec les banques un contrat qui vous garantissait le cours de l'action, pourtant, le cours de l'action Vivendi. Mais ce contrat, Marc Simoncini, vous ne l'avez pas signé. Là, on est au niveau de la psychanalyse. Mais j'ai compris bien après, ça m'a donné 2 leçons. La première, c'est que cet argent, je m'accordais pas la valeur pour l'avoir. Donc, inconsciemment, j'ai tout fait pour le perdre et j'ai super bien réussi. Et la deuxième, c'est que finalement, si j'avais pas perdu tout ça, j'aurais pas eu l'énergie pour recréer Mythique, parce que j'ai recréé Mythique pour sauver ma peau, parce que je ne pouvais pas rembourser les banques. Et donc, le fait que j'ai autant travaillé, que j'ai autant mis d'énergie dans Mythique, c'était lié au fait que j'ai perdu cet argent et que j'avais ces dettes. Donc finalement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu. Voilà. Après, quand j'ai vendu Mythique, j'ai bien fait attention de ne pas faire 2 fois la même. Signer les papiers. Voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on fait tous des erreurs. On ne peut pas ne pas en faire, mais il ne faut pas faire 2 fois la même, quoi. Donc quand j'ai eu Mythique, j'étais un petit peu plus professionnel. Ouais, c'est ça. Tu fais une erreur, tu apprends et tu réussis. Mais si tu fais une erreur, tu fais une erreur, tu fais une erreur, Si ça tu marche fais moins 2 bien. fois la même, non.
En 2005, Mythic entre en bourse pour une valeur de plus de 500 millions d'euros. Donc là, c'est quand même un succès même très rapide, encore une fois. Et avec 20% des parts, t'es l'actionnaire de référence. Ça change quoi pour toi, du coup, cette entrée en bourse? Comment tu as vécu l'entrée en bourse? C'est une étape très importante aussi pour une société. Enfin, des fois, il y a des rachats, des fois, il y a des entrées en bourse. Ouais, alors des boîtes Internet françaises qui allaient en bourse, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, Il n'y en bien avait même sûr. pas du tout. Ouais. Donc, ça a été un énorme chantier. C'est ce qu'on dit, une entrée en bourse, c'est comme les sauts en parachute, t'en fais qu'une. Parce que quand tu sais ce que c'est, tu refais pas. Bon, on l'a fait, ça a très bien marché. Ça a été 3 ou 4 ans très intenses avec évidemment des reportings, de la transparence, beaucoup de contraintes. Et c'est un autre monde, c'est un autre métier. Et j'étais vraiment pas fait pour ça. Je dis toujours ce truc-là, j'avais un permis scooter et je pilotais une fusée, quoi. Et donc j'ai bien compris que, voilà, en plus on avait un Américain qui nous faisait la guerre, qui était milliardaire. Donc on se battait à la fois contre les marchés, contre le milliardaire, contre... Ça a été 5-6 ans, j'avais oublié, extraordinaire, mais vraiment terriblement fatigante et terriblement stressante. Donc je les ai faites, je ne le referai plus jamais. Mais ça a été très formateur. Et finalement, je suis très fier avec les équipes, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, heureusement qu'ils étaient tous là, d'avoir réussi à le faire finalement. J'aurais fait ça au moins. Ouais, mais tu avais. Donc là, tu avais une équipe à ce moment-là. Par contre, quand tu as fondé Mythic, au début, tu étais tout seul. Ah oui, j'étais tout seul. J'ai embauché très vite un CTO et un DG. Ouais. D'ailleurs, l'histoire est drôle, c'est que, je ne dis pas lequel, mais on m'avait donné un nom d'un mec formidable et puis un nom d'un mec, voilà, et j'ai inversé les noms et j'ai embauché ce qui s'est avéré être formidable. Donc, coup de bol. On avait dû te donner 2 noms de gens formidables. Mais il y en avait un moins bien, puis finalement, je me suis trompé et j'ai pris le bon. Qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es rendu compte que tu t'étais trompé? Bah, j'ai rien dit. D'accord. J'ai espéré qu'il soit formidable jusqu'au bout. Alors, tu aurais aimé, en fait, du coup, fonder Mythic peut-être à plusieurs. Peut-être ça aurait été moins dur à certains moments, quand même. Et pour pallier ça, tu es devenu le premier business angel de France, Stéphanie. Oui, business angel, dès les années 2000, vous investissez 5 millions de francs d'abord dans 1000 Merci, site spécialisé dans le data marketing. 6 ans plus tard, la start-up entre en bourse, elle est valorisée 68 millions d'euros. À partir de 2010, vous créez Jaina Capital, un fonds pour structurer vos investissements. Et là, ce sont les projets qui bousculent les frontières, les monopoles, les projets un peu décalés qui vous intéressent particulièrement. En tout, vous investissez dans une centaine de startups, dont De Vialet, Winamax, Wika ou encore Made. Une quarantaine sont encore sur pied aujourd'hui. Ouais. Et en 2019, Jaina Capital fusionne avec le fonds Daphni, auquel vous appartenez toujours aujourd'hui. Exactement. J'ai arrêté Jaina Capital et tous mes investissements désormais se font au travers d'un fonds qui s'appelle Daphni, dont je suis partenaire. Donc on fait ça de manière beaucoup plus professionnelle, avec pas plus que mon argent, on a évidemment levé des fonds, c'est toute la différence. On gère pour le compte de tiers, donc c'est encore un autre métier. Mais c'est une autre manière de le faire, c'est moins business angel et c'est beaucoup plus professionnel. Quand vous dites que j'étais le premier business angel, ça veut dire le plus vieux. Parce que le premier business angel de France, c'est Xavier Niel, de très loin. Mais en termes de timing, je ne suis pas sûr qu'il ait commencé aussi tôt que moi, mais il l'a fait après, évidemment, beaucoup plus fort que moi. Xavier Niel, il paraît qu'il a des raccourcis clavier pour dire j'investis pas. Non, mais... Ouais, c'est industriel. Quand il reçoit un deck. Alors, donc, il y a combien de personnes dans l'équipe de Daphni aujourd'hui? Il y a une 35-40. 35-40, donc c'est une grande équipe. Ouais, c'est une grosse équipe qui gère. Beaucoup d'investissements. Bon, il faut quand même qu'on en parle. Tu as investi dans plein de boîtes, mais tu n'as pas investi dans Blablacar. Non, je n'ai pas investi dans Blablacar parce que le cofondateur, que tu connais mieux que moi, Francis travaillait pour moi et je lui avais confié un truc super important chez Mythic. Et donc, il était patron de ce truc, quoi. Et puis, un mois après avoir démarré la mission, il vient me voir, il me dit « Ah ben non, je me barre, je monte une start-up, mais si tu veux, t'investis. » J'étais super en colère qu'ils partent. J'étais déjà pas très enclin à investir. Et je lui dis, bon, bah, c'est quoi ton idée? Il me dit, un truc, ce covoiturage, tu partages une voiture. Je dis, tu partages une voiture, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vas-y, quoi. Et c'est devenu Blablacar. Voilà. Mais alors, on ne peut pas toutes les faire, les bonnes. Mais toi aussi, quand tu es parti de ta boîte, tu as dit que tu crées ta boîte. Enfin, en gros, exactement. Tu as fait la même chose. Oui, j'ai fait la même chose. Oui, tu as raison. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je n'ai pas demandé à mon patron d'investir. D'accord. Bon, alors, tu n'as pas arrêté d'entreprendre pour autant, parce que tu as quand même... Bon, alors, tu as investi dans beaucoup de boîtes, mais là, tu viens de te relancer. En 2019, ouais. C'est il n'y a pas longtemps, globalement. Donc, c'est 3-4 ans. Mais avant cela, même, tu n'as pas arrêté d'entreprendre. Il y avait eu aussi Sensi, avant, donc dans l'optique. On a essayé de casser l'optique française. On y est bien arrivé. Ça ne nous a pas rapporté beaucoup d'argent, mais on est arrivé à la fois faire baisser le prix de l'optique de 1 ou 2 milliards par an. Donc les Français dépensent 1 à 2 milliards de moins grâce au combat qu'on a mené. Et puis, je ne vais pas me priver pour le dire, on a quand même réussi à faire condamner en première instance l'autorité de la concurrence
Essilor pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour entrave à la vente online de lunettes. C'était donc mon combat à l'époque. Ils ont été condamnés 8 ou 10 ans plus tard. Finalement, on avait raison. Et donc là, tu viens de lancer Angel donc en 2019, on l'a dit. Donc c'est une start-up de vélo électrique fabriqué en France. C'est déjà le vélo connecté le plus vendu en France ces 2 dernières années. Donc là, on te voit devant tes beaux vélos. Elle a quoi de plus cette boîte par rapport à iFrance et par rapport à Mythic? C'est de l'industrie. Donc là, on rentre dans l'objet, on rentre dans l'électronique, on rentre dans la soudure, on rentre dans la peinture, on rentre dans les process. Il faut être extrêmement humble vis-à-vis de l'industrie. Nous, dans notre univers, le digital, dès qu'on voit de l'industrie, on dit « oh, c'est des trucs à la papa ». Si on avait une idée de la complexité de ce que c'est... Alors, un vélo, c'est étonnamment particulièrement complexe, parce que c'est tout fait à la main. Donc, évidemment, tout est compliqué. Mais si on avait idée des problèmes industriels, on serait dans la tech beaucoup, beaucoup plus modeste, parfois, parce que les valeurs sont bien inférieures, les histoires sont souvent moins médiatisées, mais la complexité, c'est fois 1000 par rapport à ce qu'on a fait. Alors moi, je te rassure, justement, c'est grâce à des gens comme toi et aussi comme Frédéric Potter, qui est dans le hardware aussi, que j'ai compris que le hardware, c'est très, très dur. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à préférer... Parce que quand tu fais du hardware, des puces, voilà, bon, tu as des machines qui soudent. Mais quand tu fais de la mécanique, de la fonderie, de la peinture, de l'électronique, tout ça mis sur un objet qui est dehors, qui vibre au froid, à la neige, c'est extrêmement compliqué. Et c'est passionnant. Alors, c'est fabriqué à plusieurs endroits? Alors, en fait, tout est fait à la main. Chaque fournisseur peut faire des morceaux. Puis, à un moment donné, tu as un Seb, qui est donc mon associé, mon partenaire industriel, qui assemble finalement toutes les pièces qui sont produites ailleurs et qui produit le vélo sur un site en France. Il faut combien de temps pour faire un vélo? Il faut à peu près 2 heures pour le monter. Tu vois, pour le monter une fois que tu as toutes les pièces. Une fois que tout est arrivé. Hein, voilà. Mais tu vois, par exemple, pendant le confinement, s'il te manquait une rondelle, ton vélo ne sort pas des chaînes. Il faut que les 800 ou 900 pièces qui composent un vélo arrivent à la même seconde. D'ailleurs, Elon Musk, qui a quand même envoyé des fusées qui décollent et qui atterrissent au même endroit, c'est quand même un truc, c'est de la magie. Quand tu lui demandes ce qu'il a fait de plus dur, il dit, c'est pas de faire une Tesla ou une fusée, c'est d'arriver à sortir à l'heure des voitures sur les chaînes. Parce que c'est extrêmement compliqué que tout arrive en même temps et que tout soit coordonné. Et entre le moment où tu imagines le vélo et le moment où il sort, il se passe combien de temps? Parce que pour les voitures, c'est 2 à 5 ans. Ouais, il s'est passé 2 ans. Le problème, c'est qu'on a engrangé, on était parti pour en prévendre 10 000, alors qu'on avait prévu d'en faire que 1 500. Donc là, on est allé voir Seb en disant il faut faire une usine. Ouais. Et le problème, c'est que le Covid est arrivé et que la sortie de l'usine a pris 6 à 8 mois de retard. Donc on a livré nos clients 6 à 8 mois trop tard sans pouvoir effectuer tous les tests qu'on aurait dû faire dans un monde normal. Donc, on s'est fait quand même assez défoncer par le Covid. Enfin, tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, on sait faire, ça marche et on a de grosses ambitions sur la suite du projet. Alors, justement, les ambitions d'Angel, c'est quoi? Alors, d'abord, on est en levée de fonds. Donc, on va lever des fonds, j'espère, pour pouvoir développer ce projet bien au-delà des frontières. Et surtout, on a signé, et on en est très fiers, on a été sélectionné par le groupe BMW après un appel d'offres pour fabriquer des vélos pour la marque Mini. Mini, c'est une marque qui va être électrifiée. Marque mythique. Ouais. Marque mythique, qui ressemble un peu vélo urbain, voiture urbaine. Oui, oui. Et ils ont sélectionné Angel pour produire des vélos sous la marque Mini qu'on va faire à partir de la fin de l'année. C'est un deal mondial sur 5 ans. Et on va donc mettre sur le marché des vélos Angel by Mini avec tout le support du groupe BMW et du groupe Mini. Donc c'est un saut quantique dans l'activité d'Angel. Complètement, mais ça joue au niveau de la marque, de la diffusion, du marketing, de la distribution. Qu'est-ce qu'il y a justement dans tout le panel qu'une grande marque comme ça peut vous apporter? Tout leur support pour produire un vélo, pour le brander et pour le distribuer. Donc c'est un saut quantique dans l'histoire d'Angel et c'est le premier pied à l'étranger, sachant que le deal est mondial. Donc on peut imaginer que dans 1 an et demi, on vend un vélo Mini aux États-Unis, produit, fabriqué, conçu par Angel. Donc pour nous, c'est des perspectives extraordinaires et c'est la reconnaissance de la qualité de ce qu'on a fait parce qu'on n'était pas les seuls sur les rangs et c'est nous que BMW a choisi. Comment tu as fait? C'était un appel d'offres? Alors, c'est rempli des dossiers. C'est surtout qu'on a un formidable CEO qui s'est démené pour arriver à trouver le lien. C'est pas moi, c'est John, mon CEO, qui a pris le chantier et qui a gagné le marché. Donc, franchement, on est super fiers de ça et ça va être un gros truc pour nous. Bon, tu es un rôle modèle pour les nouvelles générations d'entrepreneurs, je t'apprends rien. Tu es même, donc tu es juré dans Qui veut être mon associé sur M6. Tu es, voilà, donc là on te voit avec tous les collègues. On avait participé ensemble à la première édition également. Tu peux te promener dans la rue ou tu as tous les entrepreneurs? Alors non, et tous les jeunes je suis la star des jeunes. Qui te veulent te prendre en photo avec toi. Je peux me remettre, mais je fais beaucoup de selfies avec des gamins.
D'accord. Et il te pitch ou pas? Alors il me dit, t'as pas 2 minutes? Je dis non, mais tu as une bonne mémoire puisque tu es entrepreneur, et je leur donne mon mail à la volée. Donc ceux qui s'en souviennent, d'accord. ils s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas le temps de le noter, il faut qu'ils travaillent. Tu veux nous le donner là ou pas? Non, Non, on va le donner, peut-être non. pas. D'accord. Tu as également publié 2 livres, Grandeur et misère des stars du net aux éditions Grasset en octobre 2012, avec les collègues de Ça c'est intéressant, Entrepreneur parce sur que je Internet. raconte les grands succès de l'Internet de l'époque, mais pas avec la vision officielle, avec tous les échecs et les erreurs. Ouais. Donc l'histoire de... D'ailleurs, s'il y en a une à lire, c'est celle de Denis Chalumeau qui a fait Se Loger, qui a une histoire extraordinaire et qui a surmonté un nombre de trucs complètement dingues qui ne pouvaient pas arriver et qui lui sont arrivés. Donc en fait, je raconte la réalité, mais c'est tous les échecs qui sont derrière. Et c'est passionnant parce que c'est la première fois qu'on ne raconte pas l'histoire officielle, mais la petite histoire derrière pour montrer que ce n'est pas si simple. Et tu as également écrit un autre livre qui s'appelle Une vie choisie, Ouais. que j'ai ici, que tu me dédicaceras juste après. Avec plaisir. Je veux ma dédicace. Et donc, tu abordes justement largement la notion d'échec. Pour terminer cette émission, on a une petite question pour toi de la part de Éric Larchevêque, justement, Éric, un de tes collègues sur Qui veut être mon associé. Salut Marc, tu dis toujours que Angel sera ta dernière start-up. Or, j'ai un petit peu de mal à le croire parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est pour la vie, on ne s'arrête jamais de penser à de nouveaux projets, à de nouvelles opportunités. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses vraiment qu'Angel sera ta dernière start-up? Et est-ce que tu vois finalement le reste de ta vie assis là sur un bout de bois, comme ça, ici, à rien faire? alors je vais répondre à Éric, mais je fais toujours la même réponse. Je suis certain qu'Angel sera ma dernière start-up, en tout cas celle dont je m'occupe. Après, je peux investir, mais vraiment celle qui me focalise, en plus de Daphne. Pourquoi? Parce que c'est ma dernière start-up, mais c'est aussi ma première. Étonnamment, toutes les start-up que j'ai créées ou cofondées, Mille Merci, Winamax, Sensi, Mythique, le produit ne m'intéressait pas du tout. Je joue pas au poker, les lunettes, j'en avais rien à faire, j'étais marié quand j'ai fait Mythique. Donc, en fait, le produit m'intéressait pas. Et j'ai fait des startups. Là, le vélo, c'est une passion. Je suis dingue de vélo. Bon, voilà. Donc, et j'ai la chance d'avoir à la fois une passion et une startup qui, pour une fois, match. Donc, je vois pas ce que je ferais de mieux, de plus passionnant pour moi qu'Angel. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la dernière. Parce qu'un projet industriel, c'est un temps très long, et que j'ai déjà 60 balais, et que je ne vais pas encore faire ça pendant 20 ans. Donc, de toute façon, l'âge m'empêchera d'en faire une autre. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une passion et un projet fabuleux à développer. Donc, oui, je pense que ce sera la dernière. Vraiment. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on n'y croit pas, nous. Mais je vais la refaire, hein, parce que ça fait 5 fois que je la fais, et le mec, il fait toujours la même gueule. C'est ça. Bah ouais, on a déjà vu. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner justement pour conclure cette émission aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui se lancent un peu à la Steve Jobs, tu sais, rester insatiable, rester fou, stay hungry, stay foolish? Je sais plus ce que... D'habitude, je dis, franchement, le meilleur conseil qu'un entrepreneur puisse suivre, c'est de ne pas écouter les conseils, quoi. Eh ben voilà. Parce qu'il y en a tellement. C'est ça, il y en a beaucoup. Enfin, ça dit non, il ne faut peut-être pas écouter tous les conseils, mais parfois, sur 100 conseils qu'on entend, il y en a un qui est bon. Les écouter, parce que ça veut dire qu'il faut que tu saches les trier, qui peuvent être antinomiques, qu'il y en a un qui te dit réfléchis, l'autre qui te dit fonce, l'autre qui te dit non, tu sais quoi, si tu l'as, tu avances, et si tu tombes, tu recommences. Ça suffit comme conseil. Si tu tombes, tu recommences. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Merci.